On est avec nos invités, avec Nicolas Bell, vice-président du Front National, avec Bastien Lachaud, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, avec Jacques Séguéla et avec Jean-Claude Dacier. On va évidemment, je vais vous passer la parole sur cette affaire. On l'a tous vécu évidemment depuis ces 33 ans et la mort de ce petit Grégory. Sandra Buisson, aujourd'hui, on est donc à une étape de cette longue procédure judiciaire, c'est ça hein? Une étape, mais ça ne signe pas la fin de l'instruction, comme l'a dit maître Chastan-Moran. Ça ne veut pas dire qu'à l'avenir, où les époux Jacob ou Muriel Boll ne soient pas à nouveau mise en examen. Cette fois, ce sera la chambre de l'instruction en collégialité qui décidera si oui ou non ils estiment qu'il y a des indices graves et concordants qui peuvent mener à ces mises en examen. Donc ça, c'est ce qui pourra advenir encore. Cette instruction, elle n'est pas close, mais en l'état, effectivement, il faut garder à l'esprit que, comme l'a dit l'avocate des époux Villemain, la chambre de l'instruction ne s'est pas prononcée du tout aujourd'hui sur le fond du dossier. Elle ne reconnaît pas une absence de charge contre qui que ce soit. Elle n'avait pas à se prononcer là-dessus en ce qui concerne Muriel Boll. Et puis, elle ne reconnaît pas non plus que les époux Jacob ont un alibi. Elle n'avait pas à se prononcer là-dessus. Jean-Claude Dacier, on imagine le calvaire des parents du petit Grégory. Depuis 33 ans. On assiste à un nouveau dérapage. 33 ans après les faits, on assiste à un nouvel épisode dérapage quasi incontrôlé de cette instruction. Enfin, c'est une malédiction. Moi, je veux bien, Sandra a raison en droit, je veux bien que l'instruction puisse se poursuivre. On remet encore tout le monde en examen. Enfin, les incriminations qui ont été portées contre Muriel Boll, contre la famille Jacob étaient très lourdes. C'était pas des petites choses, enlèvement. Enfin, ils sont quasiment accusés d'avoir tué le petit Grégory avec une espèce d'organisation collective. Et puis on s'aperçoit, quand on consulte les actes, qu'il y a des fautes de procédure. 33 ans après les faits, il y a une présidente qui n'aurait pas dû faire ce qu'elle a fait. Personne n'en a parlé avant. Je pense, je peux me tromper, que l'on se sert de ces points de procédure pour en réalité enterrer le dossier. On verra bien. On verra. Effectivement, il n'y a pas de nouvelles demandes. Je prends le pari. On verra. Rapidement. Oui, il y a incontestablement un désastre de l'institution judiciaire dans cette affaire. Ça fait 33 ans que les parents et les Français, de manière générale, attendent évidemment d'avoir des réponses et d'avoir l'aboutissement de ce procès. Et il y a une succession de fautes, d'aléatoires de la justice, de procédures qui sont enclenchées puis annulées, etc. C'est absolument désastreux. Moi, je suis assez admiratif, je dois dire, de la sérénité, de la patience des parents du petit Grégory qui finalement continuent d'espérer obtenir la vérité sur cette affaire, alors que l'institution judiciaire manifestement n'est pas du tout à la hauteur. Mais c'est eux qui demandent aujourd'hui une nouvelle mise en examen. Bastien Lachaud, un commentaire sur cette affaire? Évidemment, il faut. On pense aux parents, au calvaire qu'ils subissent et à l'incapacité qu'a l'État d'apporter une réponse. Mais la réalité, c'est que quels sont les moyens aussi de la justice? Quand on regarde le budget de la justice en France est 2 fois inférieur au budget de la justice des Pays-Bas par habitant. On est le 18e pays d'Europe pour les moyens de la justice. La justice aujourd'hui en France n'a pas les moyens de faire bien son travail et évidemment ça explique des erreurs de procédure. Je ne suis pas sûr que ça explique, mais vous avez raison sur le fond. Oui. Jacques Séguéla, rapidement. Oui, c'est plus le procès du petit Grégory, c'est le procès de la justice. 33 ans, c'est la vie du Christ. Ah oui, cette affaire, c'est la vie du Christ. Ça suffit, il faut arrêter. Pour les parents, c'est terrible. Que la justice fasse un effort, enfin, c'est la moindre des choses. Et quant à la presse, c'est plus un marronnier, c'est un seul pleureur. Allez, on va passer à un autre dossier, un dossier polémique, celui qui concerne les fichiers S. Vous le savez, après l'attaque terroriste de samedi en plein cœur de Paris, le débat porte encore et toujours sur l'efficacité de ces fameux fichiers S. Écoutez l'explication du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui était interpellé. Ce sont des conduites à tenir. Ce ne sont pas effectivement ce qui caractérise la dangerosité d'un individu, mais ça sert à signaler aux agents des forces publiques quelles conduites on doit tenir lorsqu'on les rencontre. Des fiches S, vous en avez 26 000. Donc évidemment, pour celles et ceux qui pensent qu'on peut mettre 26 000 personnes dans une prison, c'est un peu difficile à pouvoir organiser. Alors Nicolas Bell, évidemment, je vous vois réagir. Je passerai la parole ensuite à Bastien Lachaud. Il n'y a pas de solution simple, honnêtement, sur ces fichiers S. Est-ce qu'il faut les réviser complètement, les trier autrement, les organiser autrement? Ce qui est insupportable quand on écoute Gérard Collomb, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de solution. Et on a l'impression surtout d'avoir un ministre de l'Intérieur qui est un commentateur distant d'événements dramatiques.
il y a, il l'a dit, 26 000 fichiers S. Il y a 20 000 personnes qui sont dans le fichier des personnes radicalisées pour islamisme, en lien avec des entreprises terroristes, potentiellement au moins. Évidemment, ça nécessite une réponse politique. La réponse, elle est simple. La réponse, c'est ceux qui sont de nationalité française. Eh bien, on les inculpe et on peut même les mettre en détention préventive avant leur procès. Et quant à ceux qui sont étrangers, eh bien, comme 81% d'ailleurs des Français le demandent dans un sondage, eh bien, on les expulse. C'est-à-dire qu'ils sont les bénéficiaires de la générosité de la France. On leur a donné un titre de séjour, qui a un caractère temporaire d'ailleurs, de quelques années. Eh bien, parce qu'ils font partie de ces réseaux qui sont liés à ces réseaux islamistes radicaux, eh bien, on leur retire ce titre de séjour et on les fait quitter le territoire national. Encore faut-il être capable ensuite d'appliquer les décisions administratives, qui sont assez simples à prendre, mais après, il faut être capable d'expulser effectivement et ensuite capable de contrôler les frontières nationales et les frontières extérieures de l'Europe pour qu'ils ne viennent pas dans notre pays. Parce que je n'ai pas bien compris sur les fichiers S français, vous dites qu'il faut les incarcérer avant même qu'ils aient commis un délit, c'est ça? C'est pas ça. Ce que je dis, c'est que s'il y a des éléments suffisants pour les mettre en cause judiciairement, la détention préventive permet de les mettre en état de nuire avant même leur condamnation. Et je crois que c'est appliqué dans beaucoup de domaines, en matière délictuelle ou criminelle. Il n'y a aucune raison qu'on fasse comme ça preuve d'une faiblesse absolument insupportable avec les islamistes et avec ceux qui participent de cette mouvance. Bastien Lachaud. On est dans un état de droit encore dans ce pays et on n'enferme pas les gens pour des crimes qu'ils pourraient peut-être éventuellement commettre un jour. Donc si ces fichiers S, et d'ailleurs on ne sait pas très bien comment on devient fichier S, hein, c'est à partir de là, personne ne le sait exactement, ni personne ne sait exactement comment on rentre sur le fichier des personnes radicalisées. Donc à partir de ce moment-là, on ne peut pas enfermer ces gens pour rien. Ils sont au minimum en lien étroit avec la mouvance islamiste et djihadiste. C'est pour ça qu'ils sont sur le fichier des personnes radicalisées. Eh bien, vous êtes mieux informé que moi parce que ce n'est pas exactement ce qu'a dit le ministre. Donc peut-être le ministre ne sait pas ce qu'il raconte. C'est que le ministre, on commence à se demander s'il sait bien ce qu'il raconte. Et j'ai entendu un argument qui est absolument scandaleux, qui consiste à dire, mais grâce à ces fichiers S, on arrive à démanteler des filières et on évite qu'ils commettent des attentats en France. Mais enfin, le meilleur moyen d'éviter qu'ils commettent des attentats en France, c'est encore qu'ils soient plus sur le territoire national. Hein. Sauf que ce n'est pas réaliste. Mais par contre, ce qui est réaliste, c'est d'augmenter les moyens des services de renseignement, des forces de police. C'est ce que la France Insoumise a proposé lors de l'examen de la loi de programmation militaire à l'Assemblée nationale. Les députés du Front National n'étaient pas là pour voter cet amendement. Pas n'importe quoi. Non, mais si. Le Front National a constamment demandé l'augmentation des moyens pourquoi vous ne le votez pas de la police, de la gendarmerie et d'ailleurs des forces armées. Et vous ne le proposez pas à l'Assemblée nationale. Qui a toujours été antimilitariste, qui a toujours été hostile à tout ordre public. Et M. Coquerel, on a apporté une démonstration flagrante il y a quelques jours seulement qui va nous donner des leçons en la matière. Non, vous n'allez pas nous donner de leçons en tenue d'ordre public. Vous êtes toujours là, vous êtes rarement du côté des forces de l'ordre quand même. Hein. Alors, accusation. Oui, M. Coquerel qui empêche les étudiants de passer leurs examens, vous mettez le bazar dans les universités, vous mettez le bazar dans la rue. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans les universités? Vos nervis qui vont frapper les étudiants? Vous n'arriverez pas à faire croire ce genre de bêtises. Ah bon? Non. Et alors, vous savez très bien les milices d'extrême droite qui ont été organisées dans les Alpes, des contrôles à la frontière à la place des forces de l'ordre. Non, ils sont allés à la frontière souligner le problème de l'absence totale. On est assez loin des fichiers S là. Hein. On est parti un peu loin des fichiers S. Non, on est exactement là-dedans. On est exactement dans le débat où le Front National se place comme le tenant de l'ordre public, alors que ce sont les groupuscules qui sont en lien avec votre parti, qui menacent de mort des députés de la nation, ici, des ministres du gouvernement. Vous organisez la violence, vous organisez la violence de la société dans la politique. L'ordre républicain, c'est plutôt nous qui l'incarnons. Je crois qu'il faut arrêter d'infliger à nos téléspectateurs de revenir à une campagne électorale. Mes enfants, attendons, elle va revenir à la campagne électorale. Mais pour l'instant, arrêtons, c'est crafouillard. Non, mais c'est le débat public qui est Jean-Claude, sur les fichiers S. On a des bandes d'extrême gauche et les Black Blocs en ont apporté la démonstration, qui mettent le bazar dans notre pays, qui pillent, qui agressent, qui menacent les forces de l'ordre. Voilà, c'est ça la réalité. C'est vos amis, je suis désolé. C'est nos ennemis, en effet, vous avez raison. C'est la périphérie immédiate de votre mouvement. Jean-Claude, allez-y, imposez-vous. J'ai lu avec intérêt dans le Figaro d'hier un papier de Jeannette Bougrabe, qui connaît bien et pour cause ce dossier, et dont le titre était, mais j'ai lu l'article, qui était « Osons un débat sur des mesures d'exception ». Elle listait, je ne vais pas en faire ici le rapport complet, mais un certain nombre de décisions qui sont sorties
du cadre légal avec la disparition de l'état d'urgence, en dépit du transfert d'un certain nombre de décisions qui sont passées dans la légalité. Néanmoins, il manque des choses, notamment les visites surprises à domicile, etc. etc. Osons le débat sur des mesures d'exception. Pourquoi? Parce que je pense que l'opinion est largement, majoritairement décidée à exiger un durcissement de la législation pour lutter contre les terroristes. Est-ce que le gouvernement n'a pas senti? Et je pense qu'il n'y a pas assez, il me semble, qu'il n'y a pas assez dans la loi Collomb. Il n'y a pas assez. Et qu'il y a, à mon avis, pas assez, que les Français ne vont pas s'en satisfaire, parce qu'ils voient bien que la justice derrière complique la situation. Et l'affaire du Tchétchène, quand même. Voilà un jeune homme qui nationalisé français il y a quelques années, je ne sais plus en quelle année c'était, qui prend un couteau de cuisine et qui tue une personne et qui en blesse 3 ou 4 autres. Je pense que les Français ne vont pas supporter ça longtemps. Alors, c'est pas pour autant facile, mais la nébuleuse tchétchène, qui sont en général pas des enfants de cœur, ceux qui sont venus en France étaient tout de même chassés par les Russes, par les Soviétiques à l'époque, qui luttaient contre déjà un islamisme radicalisé. Bon, on en a accueilli un certain nombre, c'est très beau, c'est très généreux, mais être remercié de cette façon, alors espérons que ce n'est qu'accidentel, mais tout ça inquiète profondément les Français, et je le répète, je pense que la position gouvernementale sur l'ensemble de ce dossier me paraît insuffisante. Jacques Séguéla. Je suis tout à fait d'accord avec lui, j'ai lu aussi le papier. Je crois que les politiques, et même les Français, n'ont pas compris que le plus grand problème de sécurité que nous avons aujourd'hui, c'est celui-là. Parce qu'on est passé de la guerre, de Daesh, à la guérilla intestine sur le terrain, et on est maintenant dans une guérilla personnelle, à coup de couteau, mondiale, et que l'ensemble des pays, déjà que l'ensemble de l'Europe devait mettre les moyens, c'est une guerre, donc devrait mettre les moyens pour que cette guerre de rue n'ait pas lieu. Alors, je sais que c'est difficile, les fichiers S, les ceci et les cela, mais si on n'en fait pas la priorité des priorités, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour les Français, c'est pour ça que ça ne l'est pas pour les politiques, on ne réglera pas ce problème qui va empoisonner une génération, si ce n'est 2 générations de Français. La loi sur le terrorisme n'est pas suffisante. La loi sur le terrorisme, c'est l'intégration dans le droit commun de l'état d'urgence pas précédemment. Quasiment. Non. À 90%, c'est exactement ça. Donc, c'est la restriction des libertés publiques. Et si vous voulez mettre en place... Je me sens aussi libre aujourd'hui qu'hier. Si vous voulez, c'est la guerre. Vous signez notre défaite. En faisant ça, vous signez notre défaite. Pas du tout. On signera la défaite quand il y aura plus de gens qui s'en prendront avec des couteaux. Vous signez notre défaite parce que si nous sommes attaqués, c'est à cause de notre modèle de société, c'est à cause de nos libertés, et de notre égalité et de notre modèle républicain. Et donc, si vous bazardez ça, vous donnez le point à nos attaquants. Mais c'est parce qu'il y a des fous de Dieu qui se promènent dans la rue. Et par ailleurs, nous ne sommes pas en guerre. Nous avons... Ah oui, c'est pas une guerre. Non, c'est pas 250 morts en France depuis 5 ans, c'est pas une guerre. Non, ce sont des actes de terrorisme. Et alors? Et donc, quel est l'ennemi? Citez l'ennemi. C'est une guerre terroriste. Citez l'ennemi. Mais évidemment. Non, mais non, ce n'est pas Daesh. Nous sommes en guerre. Les islamistes nous font la guerre. Et on doit mener et gagner la guerre. C'est ça l'enjeu. Et je voudrais revenir sur ce qu'a dit Jean-Claude Dacier. Moi, je ne crois pas que ce soit accidentel. Quand on a ce Tchétchène qui frappe dans Paris, c'est le résultat de l'immigration massive et incontrôlée depuis des décennies, du communautarisme qu'on a laissé prospérer, qui a fait le lit de l'islamisme, qui a généré le terrorisme sur notre sol. Et ça nécessite pas seulement une réponse sécuritaire, où on réduit les libertés individuelles. Ça nécessite une réponse globale et une volonté politique. En effet, la loi, la récente loi a mis dans le droit commun des dispositions de l'état d'urgence. Mais même sous l'état d'urgence, la plupart des mesures, par manque de volonté politique, n'étaient pas appliquées. La fermeture des mosquées radicales, il y en avait des centaines qui étaient identifiées, il y en a 20 qui ont été fermées pendant la période de l'état d'urgence. Donc on voit bien que... de mettre tous les Tchétchènes, enfin tous les Français d'origine tchétchène dans le même sac. Non, je ne suis pas du tout en train de dire ça. Je suis en train de dire simplement qu'on doit en finir avec l'immigration massive, parce qu'au milieu des flux d'immigration, il y a évidemment beaucoup d'islamistes, et ensuite, on doit faire preuve d'une absolue fermeté contre l'islamisme, contre tout, dès lors qu'il se développe. Or, c'est le contraire de ce qui s'est passé en France. En France, depuis des décennies, les pouvoirs publics, y compris d'ailleurs les collectivités locales, par clientélisme électoral, financent, encouragent des mosquées radicales sans aucun contrôle, avec des imams vous racontez n'importe quoi. Mais c'est la vérité. Mais non, c'est faux. Quand vous avez la mouvance de l'UOIF, par exemple, qui tient des mosquées, ou dedans
des jeunes ont été formés, sont partis se battre en Syrie. Aujourd'hui, ils reviennent. Et on a le ministre de l'Intérieur qui dit ah bah oui, il y en a des centaines qui reviennent. Et alors qu'il n'y en a pas la moitié qui sont réellement inquiétés par la justice. Mais ça veut dire que le danger, il est permanent. On a des gens qui sont allés se battre, qui sont allés commettre des atrocités en Syrie ou en Irak, qui reviennent en France sans même être inquiétés. On a une autre polémique aussi, messieurs, et la droite fait le lien entre ces deux choses. C'est le début du Ramadan d'ici quelques jours, avec 300 imams qui vont venir de l'étranger pour donner un coup de main, pour que tous les prêches, notamment les prêches de nuit, puissent être assurés dans le pays. On va écouter ce qu'en dit Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, Les Républicains. Bien sûr, ça pose un problème. Ça pose un problème très grave. Et on est au cœur d'un sujet qui manifeste la duplicité et à tout le moins l'ambiguïté du président de la République. Ce silence, cette ambiguïté traduit, pour ma part, une forme de complaisance. Bastien Lachaud, il y a une duplicité du chef de l'État là-dessus. Sur le fait que, encore une fois, on tolère que des imams venus de l'étranger. Ça existe depuis des dizaines d'années. C'est pas le quinquennat Macron. Il y a eu des problèmes les années précédentes avec ces personnes qui viennent sur une durée précise, qui viennent avec un visa, donc qui sont scrutés, qui sont criblés. Est-ce qu'il faut leur faire prêter serment? Alors, c'est ce que disait à la République, disait Nicolas Dupont-Aignan. Il faut arrêter les plaisanteries. Il y a une loi dans ce pays qui est la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État. Ce n'est pas à l'État d'organiser les cultes. Et donc, l'État n'a pas à s'en occuper. C'est ce qui garantit la paix sociale dans la paix civile dans notre pays. Donc l'État ne doit pas organiser la venue de 300 imams comme il le fait aujourd'hui. Vous avez le ministère de l'Intérieur, le ministère... Ils s'en mêlent complètement. C'est un problème qu'ils s'en mêlent. De A à Z, bien sûr, la présence de ces 300 imams, c'est absolument inacceptable. D'autant plus qu'on sait qu'il y en a environ 200 qui viennent des pays du Maghreb où les islamistes pullulent. Il n'y a aucun contrôle. Non, mais vous êtes en train, tous autant que vous êtes, de stigmatiser une partie de la population française de confession musulmane en faisant le lien entre Ramadan, islamisme, terrorisme, étranger. Vous faites le lien. Et voilà, et vous stigmatisez, et vous jetez en pâture des millions de nos concitoyens qui veulent simplement vivre leur confession dans le calme, la paix. Bon, très bien. Alors, je vous pose la question dans le sens inverse. Est-ce que vous êtes sûr, à 100%, vous êtes prêt à parier que sur les 300 imams dont la présence sur le territoire français est organisée par le ministère de l'Intérieur, on est sûr qu'il n'y en a pas un seul qui soit radical? Alors moi, je vais vous répondre par une autre question. Est-ce que vous êtes sûr que les 300 imams qui sont venus l'an dernier et ceux qui sont venus les années précédentes ont des liens avec les actes terroristes qui ont eu lieu dans notre pays? Et le principe de précaution. Ah bah non, le principe de précaution. Et bah donc on enferme tout le monde. Allez, Jacques Séguéla. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi l'an dernier à la même écope, il n'y a pas eu ce débat? Parce qu'il a été accepté. L'opinion réagit, bien sûr. Non, c'est pas l'opinion. Allez-y, Jacques. Parce qu'il y a une telle poussée. Il y a une telle poussée d'islamophobie qui est extrêmement grave et que si vous la prenez pas malin, c'était pas malin de faire venir 300 imams si de l'huile sur organisé par les débats d'islamophobie. Or il faut calmer le jeu pour régler ce problème. Moi je suis quand même d'abord étonné. Et pas par la provocation, c'est quand même une forme de provocation cette année. Ce qui m'étonne, c'est qu'on en avait besoin effectivement depuis des années. Ça prouve que la communauté musulmane n'arrive pas, et on le voit bien, à former des imams français, à s'organiser. On en est incapable. Elle en est incapable pour le moment. C'est ce que souligne Manuel Valls, qui dit qu'on ne forme pas assez d'imams français. Et on ne sait pas qui va en sortir, un Turc, un Algérien, un Marocain, personne n'en sait rien. Ça donne un spectacle qui est un peu inquiétant. Alors, il faut approuver le thème principal du prêche cette année, de ces imams, lutte contre la radicalisation à partir d'une juste interprétation de l'islam. C'est bien. Oui, c'est bien. Et qui va les vérifier que c'est bien? Néanmoins, je crains que l'opinion qui est sensible, chauffée à blanc dans cette affaire, parce qu'il y a les attentats quand même dans ce pays, on ne peut pas faire le lien. Attends, je voudrais finir. On ne peut pas faire le lien. Pas interrompu. D'accord. On ne peut pas faire le lien automatique. Néanmoins, vous ne pouvez pas non plus ne pas constater que les attentats commis dans ce pays sont commis par des gens qui arrivent soit de Syrie, soit du Maghreb, soit d'ailleurs. Donc les Français, ils sont simples. Ils se disent, ils sont tous français pratiquement, Jean-Claude. Bien sûr, mais je vais dire là, que ils sont tous immigrés ou issus de l'immigration. Voilà, ce sont des Français venus de l'immigration, effectivement, et il y a une partie de l'opinion qui s'interroge en disant comment on peut... Je vais vous dire ce qui se passe, c'est que le vivre ensemble s'éloigne, il ne se rapproche pas. Le vivre ensemble s'éloigne. D'ailleurs, regardez où on est Alain Juppé.
Alors, vous pensez pas que c'est une fausse polémique? Je ne crois pas, hélas. Aujourd'hui, la propagande de l'État islamique sur Internet est peut-être beaucoup plus efficace que la peut-être, évidemment, peut-être, mais ça s'ajoute. Le plan Macron, qui est vraiment très raisonnable, tarde à venir. Bien sûr. Il est très simple. Il dit, numéro 1, il faut contrôler la religion, que ce soit une religion saine et pas malsaine. Deuxièmement, il faut contrôler l'arrivée du financement de ça. Troisièmement, il faut jouer sur la laïcité. La laïcité, c'est la grande chance de l'islam. C'est leur façon de se dire, on peut réintégrer finalement ce pays moralement, intellectuellement, philosophiquement, religieusement, parce qu'on est tous les adeptes. Un dernier mot là-dessus, après on parle de la manif du 26 mai. Il faut contrôler le financement, moi je suis totalement d'accord. En revanche, c'est pas à la République d'organiser la formation des imams. La République, elle est là pour fixer un cadre. Mais il y a des lois qui parlent français, à exiger qu'ils passent la bonne parole, et pas qu'ils sont en train de créer des il y a des lois, il y a des valeurs françaises, et tout le monde doit s'y soumettre. Et l'ordre républicain doit s'appliquer systématiquement. Un dernier mot, Bastien Lachaud. Après, on passe. Cette polémique n'existe que parce qu'il y a des élus. Allez, vivement le foot, les enfants. Qu'il y a des élus de droite et d'extrême droite qui utilisent cela pour surfer sur les peurs. Le terrorisme en France. Et qui font le lien. On n'est absolument pas sur les mêmes thématiques. On n'est absolument pas sur les mêmes thématiques. Vous vivez sur une autre planète. Mais non, c'est vous. Il y a eu 250 morts. La France est ensanglantée régulièrement depuis maintenant bientôt 3 ans par des attentats terroristes. Et vous nous répondez, le problème, c'est les élus de droite et d'extrême droite. Mais sur quelle planète vous vivez? Mais vous êtes complètement à l'image de votre parti, hein. Vous êtes dans l'exagération. C'est le vice-président, oui. Oui, exactement. Et vous organisez Allez, un dernier mot. haine et la. Oui, d'accord, mais essayez de sortir les vrais arguments parce que là, c'est indigent. Ah bon? C'est quels arguments vous? Est-ce que vous voulez qu'on parle de la journée du 26 mai? Oui, on peut parler du fond. On peut parler des causes du terrorisme. Oui, c'est ça. Bastien Lachaud. C'est l'immigration. Non, ce n'est pas l'immigration. Et que vos amis, d'ailleurs, ont largement contribué à développer. Alors, donc on ne peut pas avoir de débat de fond parce que vous ne laissez pas les gens parler. On va parler du climat social, si vous voulez bien, Bastien Lachaud, parce que la date du 26 mai, elle vous dit quelque chose, j'imagine. C'est la manif organisée par Jean-Luc Mélenchon et la CGT s'est ralliée à cette manifestation. On va écouter ce qu'en pense, c'est un avis un peu tranché. Philippe Gosselin des Républicains, on va voir ce que vous allez en dire. C'est ce que c'est le rôle d'un parti politique, d'être en soutien en permanence à un syndicat. Enfin, vous voyez bien la porosité qui existe entre la France insoumise et la CGT. Et on voit bien qu'en réalité, la France insoumise ne cherche pas à être une opposition au sein du régime de la Ve République, mais cherche à être une opposition complète au régime et à nos institutions. Voilà. Donc, fondamentalement, je crois que la France insoumise a une approche révolutionnaire, plutôt gauchiste, anarchiste sur un certain nombre de points. Alors révolutionnaire, ça vous va ou pas? Bien sûr, la révolution par les urnes avec les élections. Mais une 6e République. Et avec une 6e République, avec une assemblée constituante qui refondera les institutions. Donc oui. Dans quel sens? C'est ça la question. Mais ce sera les citoyens qui le décideront, vu que ça sera une assemblée constituante. Vous leur proposerez pas un petit quelque chose quand même? Nous avons un programme pour la 6e République, mais le principe d'une assemblée constituante, c'est bien d'élire des députés. Oui, vous avez un problème avec ça? Ça va pas suffire à faire une nouvelle constitution d'élire des députés. C'est classique. C'est quand même franchement, je t'aime moi non plus. Hein. Oui. Parce qu'on voit bien que la CGT qui était out sur la contre-branche et que Mélenchon essaye de trouver sa place dans ces mouvements populaires. Moi, je crois que le syndicalisme va mal. Et c'est pas bien que le syndicalisme aille mal. On a besoin d'un syndicalisme fort, intelligent et constructif. Et c'est pas en se politisant qu'il va réussir à rassurer les Français. Le syndicalisme, ça, c'est une erreur fatale de communication. Il y a pour la première fois dans notre pays un décloisonnement des associations, des citoyens, des syndicats, des partis politiques qui tous ensemble appellent à égalité, à une marche, à une manifestation. Mais non, ça s'appelle pas le gros bordel. Ça s'appelle le peuple qui s'exprime dans la rue entre les deux élections, parce que dans le régime de la Ve République, une fois qu'on a élu le président, on peut fermer sa bouche pendant 5 ans. Alors il y a quelques élections au milieu quand même. Qui n'ont aucune influence. Et d'ailleurs, le taux d'abstention de ces élections montre bien que les Français ont compris que la Ve République. Mais attendez, n'allez pas trop vite. On va voir combien vous serez, parce que Mélenchon nous a promis une marée humaine. Apparemment, là, il appelle les effectifs. Mais pardon, c'est pas Jean-Luc Mélenchon qui appelle à cette manifestation. C'est un collectif d'associations de citoyens. Promis. Alors effectivement, la CGT va devenir un coup de main. J'ai vu la liste, c'est très spectaculaire. En effet, c'est la convergence des luttes.
On est d'accord. Il y a même le syndicat de la magistrature qui sera là. Il y a le SNESUP, il y a l'UNEF. Toute l'extrême gauche. Il y a Besancenot, il y a Attaque, les Insoumis bien sûr, Benoît Hamon. Mais quel programme, hein? Quel programme? Moi, je crois qu'ils offrent une marée. Pourquoi faire? C'est un cadeau extraordinaire. Mais c'est pas le problème. C'est pour renverser le pouvoir. En réalité, ils font un tous en même temps, messieurs, tous en même temps. Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, Philippe Martinez, quel programme? Non, mais je crois qu'ils font Quel programme? Un programme qui a été, par exemple, le programme de Jean-Luc Mélenchon, qui a rassemblé 7 millions de personnes, 20% des voix à l'élection présidentielle. Moi, je crois qu'ils font un cadeau Bay. extraordinaire à Emmanuel Macron. Cette réforme de la SNCF, elle est profondément néfaste. On voit très bien que c'est la première étape vers le démantèlement du service public ferroviaire. Et c'est pour ça que nous, au Front National, nous y sommes totalement opposés. Et vous ne faites rien pour l'empêcher. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que Emmanuel Macron a une chance extraordinaire. C'est qu'avec la CGT, en connexion directe avec la France Insoumise, qui sont très massivement rejetés par les Français, qui se mettent en tête de pont, eh bien, évidemment, ils ne sont pas susceptibles de rassembler les Français. Ils sont au contraire rejetés par les Français. Ils n'ont jamais défendu le service public. Ils n'ont jamais défendu les usagers. Ils n'ont même jamais défendu les salariés. La CGT défend la CGT. C'est l'extrême gauche syndicale. Vous êtes caricatural parce que vous expliquez ça. Mais est-ce que vous pouvez me donner un seul exemple de ce que le Front National a fait pour lutter contre cette réforme? Mais vous n'avez rien fait du tout puisque vous. Ah bon, on n'a rien fait. Vous avez mobilisé l'extrême gauche. Non. Nous, on s'est mobilisé à l'Assemblée nationale et on se mobilise dans la rue au soutien des syndicats qui luttent pour défendre ces services publics. Et vous, qu'avez-vous fait? On a eu des dizaines de fois l'occasion d'exprimer notre position. Ah, vous avez exprimé votre position. Dans le débat bravo. politique. Félicitations. C'est très utile. Écoutez, la grève. Vous ne servez à rien, comme d'habitude. La grève telle qu'elle est utilisée par la CGT est un moyen totalement archaïque de se faire entendre. Et on voit aujourd'hui, on voit bien que l'extrême gauche politique et syndicale fait la jonction. Et évidemment, ils ne sont pas du tout susceptibles de mobiliser les Français, d'autant plus que les uns et les autres, la CGT et la France Insoumise, ils ont voté pour Macron au deuxième tour de la présidentielle. Non. Alors que tout ça, déjà dans son programme. Vous n'avez pas voté pour Emmanuel au deuxième tour de la présidentielle? Ça nous intéresse, ça. Vous voulez savoir? Bah oui, ça m'intéresse. Ben, je vous rappelle que la France Insoumise a... Non, mais je vous parle de vous, là. Vous avez fait quoi, vous? Quoi? Vous avez fait quoi au deuxième tour? La présidentielle, c'est une question simple. Hein. Vous êtes député, je pense que vous n'allez pas me dire que votre vote est secret. C'est quoi? Pour qui avez-vous voté au second tour de la présidentielle? En tout cas, ma voix n'a pas été à Marine Le Pen. Est-ce que vous pouvez répondre précisément à la question? Non, c'est trop compliqué. Je peux vous dire que ma voix n'a pas été à Marine Le Pen. Je vous demande qui? Pour qui vous avez voté? Il y a deux autres choix. Abstention. Abstention. Donc vous pourrez vérifier que j'ai bien signé. Mais ça montre bien que la France Insoumise, comme la CGT, ont combattu Marine Le Pen à l'élection présidentielle. Moi, je pense que donc, ils peuvent pas se plaindre. Ils peuvent pas se plaindre aujourd'hui des décisions prises par Emmanuel Macron. Bien sûr que si, parce que je vous rappelle que la France Insoumise n'a jamais appelé à voter Emmanuel Macron. Nous avons dit pas une voix pour Marine Le Pen. Il y a des gens qui ont clairement dit qu'ils... Non. Moi, je reconnais que, honnêtement, Monsieur Bay, la position du Front National sur la SNCF n'est pas d'une totale clarté. Vous êtes à la fois contre, pour... Bon, c'est pas grave. Totalement pour le service public du ferroviaire. Et je pense que la réforme est une première étape vers la privatisation dont les Français seront les premières victimes. Je pense que le 26 mai, cet attelage improbable de ces différentes associations, partis, syndicats, démontre une chose, leur propre faiblesse. C'est surtout ça que vous allez démontrer, parce que je pense que la marée humaine, il va falloir attendre l'équinoxe pour la voir. La marée humaine, c'est peut-être ce soir, après la victoire de Marseille. On va passer peut-être à un sujet qui va faire consensus entre Jacques Seguela, Bastien Lachaud, Nicolas Bay et Jean-Claude Dacier. On verra d'ailleurs que du côté de Jean-Luc Mélenchon, on commence par Macron ou Mélenchon, Patrice? Le président. Allez, on commence par Emmanuel Macron, fan de l'OM, ça évidemment on le sait depuis très très longtemps. Il va être devant le match ce soir, on sait? Non, il sera peut-être devant le match, mais il est du côté de Sophie. En tout cas, il ne sera pas à Lyon, tout comme Jean-Luc Mélenchon, qui n'a pas réussi à avoir de billet, malheureusement. Non, mais il a demandé une télévision. Il a demandé une télévision, je crois qu'il va le regarder du côté de la gare du Nord. Emmanuel Macron, qui ne s'en cache pas, c'est un amoureux transi, il adore l'Olympique de Marseille, et cela depuis sa plus tendre enfance, où il était encore à Amiens. La victoire en finale de la Coupe d'Europe en 93 l'a bercé, l'a inspiré, l'a fait vibrer au point d'aller même, juste après son élection, souvenez-vous, en vacances, aller voir l'Olympique de Marseille. Mais regardez cette image, ça c'était dans l'émission Haut Tableau chez nos confrères de C8. On lui a offert ce maillot, les élèves qui ont offert ce maillot, et ce grand sourire, bien sûr, pour ce grand fan de l'Olympique de Marseille. Autre image, c'était pendant ses vacances à Marseille, justement, juste après son élection, Emmanuel Macron, qui avait rencontré notamment l'entraîneur, Rudy Garcia, qui avait fait même un entraînement collectif avec tous les joueurs de l'Olympique de Marseille. Et ça avait été même relayé sur le Twitter présidentiel. Regardez cette photo, cette belle photo de famille. Le président y croit, ce soir, l'OM va passer. Jacques Seguela, alors pas de pronostic, on va pas jouer au jeu du pronostic, à part avec Jean-Claude Dacier. Oh non, mais moi je pense. Ancien patron de l'OM. 2-1.
pour l'OM. Ah bah vous me faites le prono. Alors moi j'avais dit pas de prono, Jacques. Hein. Mais au contraire, il faut se mouiller. On va tous vibrer. Ah bah oui, on va Bastien Lachaud aussi, on va vibrer ce soir. Bien sûr, comme à chaque fois que ou la France ou une équipe française dans les compétitions européennes. Mais quand c'est Marseille, c'est autre chose. Ah bah quand c'est Marseille, peut-être. C'est encore un autre pays. Mais Mélenchon va pas au stade ce soir alors? Il n'a pas de ticket. Il n'a pas réussi à avoir de ticket. Oh, j'aurais pu lui filer le mien, moi ils m'en ont offert, mais je peux pas y aller. Donc, moi j'espère de tout cœur que ce soit un club français qui gagne l'Europa League ce soir. Voilà, que je crois que c'est le sentiment pas pour plus tous les que ça, Français. pas plus que ça, dites donc sur l'OM. Non, mais PSG peut-être, il y a du PSG dans l'air là. Je suis pas ni un fanatique de football ni un spécialiste, mais j'espère qu'ils vont gagner. Non, voilà, il faut quand même dire Parisiens, là. que ça nous réunit tous quand même tout d'un coup le football. Même ceux qui ne sont pas très pratiquants. Même Jean-Luc, je viendrai volontiers. Même Jean-Luc Mélenchon qui est allé. Ce que j'aime bien chez Macron, c'est que il est allé avec le cœur. Et Mélenchon, il va avec l'intention de gagner des votes. Donc c'est pas la. Bon alors, on parle de Jean-Luc, mais on va lui donner la parole. Vous aussi. Macron, il est dénué derrière. Bien sûr, aucune. Mais même Mélenchon, qui au début est allé pour ça, s'est fait prendre au piège. Et quand il parle maintenant du foot, il change et il a enfin un discours communautaire, parce que c'est ça la force du sport et c'est ça la force du football. Justement, Patrice. Égaux devant un match de foot. C'est vrai que les relations footballistiques de Jean-Luc Mélenchon n'ont pas toujours été très claires avant son élection dans les Bouches-du-Rhône. Et bien regardez, ça donnait ça. Ça m'a toujours choqué de voir des RMistes applaudir des millionnaires. La phrase avait fait grand bruit à l'époque. Et depuis son élection à Marseille, et bien vous allez voir que son attitude a un petit peu changé. L'Insoumis s'est même mis à humer à regarder les travées du stade Vélodrome. Il est là avec bien sûr tous les supporters de l'Olympique de Marseille. C'était il y a quelques semaines. Un virage, disent certains, comme vous, mon cher Jacques, à 180 degrés, cet amour récent pour le foot, eh bien, il s'en explique aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon. Ma relation au foot n'a aucun rapport avec l'art du dribble, ni d'aucune des merveilles appréciées dans ce sport. On sait aussi que je n'aime pas la place du fric dans ce milieu. Je n'ai pas changé d'avis. Vous allez voir que c'est même devenu un spécialiste, côté analyse. Il va peut-être venir du côté de Canal+. Quant aux résultats ce soir de cette rencontre, analyse assez précise. Écoutez, c'était chez le confrère d'LCP. Ils auront pour eux d'abord tous les supporters qui vont faire le déplacement. Et puis en ce moment, ils croient en eux. Et c'est très important d'avoir confiance en soi pour vaincre. En ce moment, les Marseillais ont en eux une force qui les transporte en quelque sorte. Et donc je pense qu'ils vont gagner ce soir parce que le public, c'est le 12e homme dans un match. Il est très humble là-dessus, Jean-Luc Mélenchon. Si je peux me permettre de rassurer. C'est pas son terrain. Non, oui, mais si je peux me permettre de le rassurer, s'il a, par exemple, dans l'idée d'être un jour maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, que j'ai bien connu quand j'étais là-bas. Vous connaissez rien ? C'est pas non plus un fanatique de football et il est maire de Marseille depuis, mon Dieu, une quasi-éternité. Donc, Marseille, c'est la ville française, voire européenne avec Naples du football. Ce qui se passe là, d'ailleurs, assez extraordinaire. C'est pas la Ligue des Champions, quand même. C'est une belle coupe, mais c'est pas la Ligue des Champions. Vous avez vu la puissance, la montée de l'événement, parce que c'est Marseille. Il n'y a pas une ville, peut-être même en Europe, je reste en Europe, qui soit capable de, de raisonner à ce point avec son équipe de foot. Et alors pour le vivre ensemble, justement, Jean-Claude, ça fait que ça aide à Marseille ou pas ? Là, on vit ensemble avec le président de Marseille, si Marseille gagne. Le vivre ensemble entre le président de Marseille et les supporters se complique si vous ne gagnez pas. Oui, ça, vous avez payé pour voir. Globalement, c'est quand même une ville communautaire. Tu as raison, Jacques. C'est une ville communautaire. C'est sans doute pour ça que Macron l'aime et que Mélenchon l'aime aussi. C'est une ville qui est très spécifique et particulière. Tout le monde sait que le PSG appartient aux Qataris. Mais on ne pense pas du tout que Marseille appartient à un Américain. Non. Marseille appartient à tous les Français. Absolument. Aux supporters d'abord. Voilà. Non, mais Jean-Luc Mélenchon est clairement amoureux de Marseille. Et à partir de ce moment-là... ça mange pas de pain. Non, mais... Vous le dites avec une conviction. Bon, laissez-le parler. Non, avec une conviction extraordinaire, oui, parce qu'il est amoureux de la Méditerranée et que Marseille est le plus beau des symboles de la Méditerranée en France. Et de fait, quand on aime Marseille, on aime l'OM. Mais moi, ce que je constate, c'est que 1 an de mandat de Jean-Luc Mélenchon comme député de Marseille et l'OM est en finale. Est-ce vraiment un hasard? Ils ont fait du tapis tout d'un coup. Rapidement, donc 2-1 pour Jacques Séguéla. Non, mais moi, juste, je voudrais... Moi, je t'explique. Vous savez pourquoi je pense qu'ils vont gagner? J'ai 30 secondes là. Pourquoi ils vont gagner? Parce qu'ils vont jouer contre 11 joueurs espagnols, mais ils seront 20 000 sur le stade. Alors, non, mais juste, moi, le bandeau que vous écrivez, la foot double discours de Mélenchon, franchement. Oh, mais non, on finit pas sur cette. D'abord, on parlait plus de ça, mais allez, le pronostic quand même. Marseille, bien sûr.
Ah bon, ok, super. Nicolas Bay. Moi, j'ose pas les pronostics chiffrés, mais il faut qu'il y ait un point d'écart, ça sera sans doute. Jean-Claude, le grand spécialiste. Non, moi je suis pas un grand spécialiste. Bah, Ça sera très difficile. Sur le papier, c'est difficile. Mais s'ils réussissent à les prendre à la gorge, comme ils l'ont fait par exemple, oui, tout de suite, dès la première minute, c'est ce qu'ils vont faire, évidemment. C'est-à-dire, s'ils réussissent à les déstabiliser un peu, ils sont très solides derrière, les Espagnols. Je veux croire que nous aurons à la fin du temps réglementaire un match nul, 2 buts partout. Et au tir au but. Okay, la bonne mère sera du bon côté. Merci Jean-Claude, merci à vous 5 d'avoir participé à ce punchline. Grande soirée football évidemment ce soir sur CNews avec Pascal Praud à 20h. Le débrief à la mi-temps avec Isabelle Moreau. Et puis pareil, le débrief après le coup de sifflet final sur CNews. Bonne soirée sur notre antenne et allez l'OM.